bonjour et bienvenue dans i24 News Business Club, l'émission qui vous montre la beauté de l'entrepreneuriat, de l'innovation, du business. Alors, coup de projecteur ce mois-ci sur Shifters, une start-up fondée par Deborah Eisenberg, docteur en pharmacie. Shifters aide les travailleurs en horaire décalé et les aide à adopter un sommeil récupérateur. L'alliance de la technologie aux neurosciences cognitives permet de proposer un programme personnalisé à chacun des travailleurs en fonction de leur rythme et de leur métier. Notre grand invité, c'est Jean-Noël de Galzin, fondateur et PDG de Wallix. Et oui, les attaques cyber ont bondi de 150% sur un an. Il nous parlera des menaces qui rôdent. Et puis ce sera le moment d'échanger avec Émeric Gastaldi, gérant Action Internationale chez Edmond Rothschild AM, qui investit dans le capital humain. Dans votre vie, en moyenne, vous allez dormir environ entre 25 et 27 ans, ça revient à environ un tiers de votre vie, sur une moyenne de 80 ans. Shifters est une start-up qui permet aux entreprises de se soucier du sommeil de leurs salariés. Je reçois Deborah Eisenberg, PDG fondatrice de Shifters. Deborah, bonjour. Bonjour. Alors, votre start-up est lauréate de J'aime ta start-up, un programme qui mêle éthique, économie, entrepreneuriat, créé notamment par Jean-Daniel Pic. 10 entrepreneurs avaient été sélectionnés, 4 finalistes, Shifters a gagné. Alors, vous aidez les salariés à trouver un sommeil récupérateur, mais ça concerne combien de Français, les horaires décalés? Alors, c'est 12 millions de personnes qui sont concernées en France et de différents secteurs, c'est ça qui est intéressant. On va avoir des militaires, des boulangers, de l'événementiel, des ouvriers. Et plus on commence à s'y intéresser, plus on se rend compte que c'est hyper large, en fait. Et des journalistes également. Exactement. Quel impact sur le corps? C'est pas juste par envie qu'on préfère, pour certains, faire la grasse matinée. Qu'est-ce qui se passe quand, sur longue période, on se lève à 2h du matin? Alors malheureusement, c'est assez nocif pour le corps. Les personnes qui vont travailler en horaire décalé vont avoir différents types d'effets. On va avoir des éléments sur leur santé, que ce soit forcément des troubles du sommeil, des maladies neurodégénératives beaucoup plus aggravées. On peut avoir de la prise de poids, de l'irritabilité, des gens qui vont être moins réactifs dans l'urgence aussi, et du coup forcément beaucoup plus d'erreurs, d'accidents au travail, et de la somnolence au volant qui peut conduire malheureusement parfois à des accidents. Vous me dites, c'est une appli. Alors, il a fallu beaucoup de travail pour y arriver. Comment ça marche? C'est une vaste question. Très rapidement, l'application va demander à la personne de remplir dans un agenda de sommeil pendant 2-3 semaines comment la personne dort, comment elle gère son sommeil, son sport, etc. Et après, donc encore une fois, je vais assez vite. L'idée, c'est de pouvoir permettre à la personne d'avoir des recommandations personnalisées sur les différentes catégories de sommeil que la personne va faire. Donc, si elle fait des jours de repos, des nuits de travail, des matinées de travail, des soirées de travail, la personne va jamais dormir de la même façon, et nous, on l'accompagne vraiment sur toutes ces catégories grâce à ce qu'on va appeler de la thérapie cognitivo-comportementale, donc des principes de neurosciences qui permettent d'accompagner la personne et de l'aider à aller beaucoup mieux, en fait. Alors, c'est pas juste une appli ludique, hein, ça a été fait avec des médecins, et pourtant, vous dites c'est assez facile. C'est les entreprises qui viennent vers vous, c'est pas les particuliers aujourd'hui. Alors, on aimerait que les entreprises viennent directement vers nous. Pour l'instant, c'est nous qui allons vers elles. L'idée, c'est vraiment que l'entreprise puisse proposer aux salariés, dans une politique de qualité de vie au travail, cette application en disant, voilà, on se préoccupe de vous, on se préoccupe de votre sommeil, de votre bien-être. Donnez-nous quelques conseils, quelques pratiques, sans tout dévoiler, de l'appli. Alors, il y a une partie, ce qu'on va appeler objectif d'hygiène de sommeil. Donc, c'est des choses qu'on pourrait tous mettre en place et je vous le conseille également. Par exemple, s'illuminer, j'allais dire, mais c'est pas vraiment le terme, avec de la lumière. S'éclairer, pardon. Ouais. Avec de la lumière le matin quand, là, en hiver, il fait nuit. Éviter de dormir avec son chat, son chien, etc. Et puis après, il y a la partie vraiment personnalisée, où quelqu'un qui travaille la nuit, par exemple, on va lui dire, au lieu de faire ce que tu faisais actuellement entre 2 nuits de travail, tu dormais 4 heures, de 8 heures, voilà, à partir de 8 heures du matin, et on va te dire, maintenant tu vas dormir 7 heures, mais des horaires vraiment récupératrices, pour qu'ensuite tu puisses aller beaucoup mieux et profiter avec ta famille. Un exemple de société qui fait appel à vous, par exemple? Là, on travaille avec la SNCF et l'aéroport de Paris, par exemple, et avec différents hôpitaux parisiens.
On dort moins qu'avant quand même? Comment ça se passe sur longue période? Sur les 100 dernières années? Effectivement, on dort moins qu'avant. Le sommeil est devenu quelque chose d'assez banal et mis de côté, malheureusement. Et nous, on est vraiment là, en plus de l'application, pour sensibiliser les gens et pour qu'ils aillent beaucoup mieux, en fait, vis-à-vis du sommeil. Alors, prochaine étape, d'abord l'entreprise et ensuite les particuliers. C'est ça. L'idée, c'est que vous qui nous regardez, à un moment, puissiez vraiment acheter l'application de vous-même en plus. Et donc, normalement, d'ici cet été. Bravo Shifters, ce n'est pas un marchand de sommeil, on va se réveiller avec la prochaine séquence. Il s'agit de la cybersécurité avec Wellix. Total Énergie, décidément habituée aux crises. Si la pénurie d'énergie concerne tout le secteur, toute l'économie, à cause notamment de la guerre en Ukraine avec son onde de choc, difficile de ne pas voir que le groupe pétrolier accumule les déboires. Il y avait eu le camouflet infligé par les organisateurs des JO de Paris en 2024, voulant des JO exemplaires, ils avaient boudé Total comme sponsor. À l'automne, ce sont cette fois les files d'attente devant les stations-service qui font couler beaucoup d'encre. Cette fois, le PDG de Total n'est pas sorti du bois. Et puis, il y a eu des bourdes. Le chef de l'État a martelé au début de la crise un pas de panique qui a provoqué en vérité une ruée sur les stations-service à toute pompe, justement. Alors, à la mi-octobre, le PDG était resté absent dans les médias, suggérant que les syndicats avaient aussi porte close. Dans les tops, les constructeurs français au mondial de l'automobile, très présents. Ce n'est pas le cas des étrangers. Ford a répondu présent, mais c'est tout, à l'exception de quelques constructeurs chinois et du vietnamien VinFast. Mais Renault a fait sensation avec une nouvelle version de la 4L, une version électrique. La 4L, vous le savez, c'est une icône française avec plus de 30 ans de carrière, 8 millions d'exemplaires vendus. Donc voilà, beaucoup de voitures de rêve, de concept cars, de petits constructeurs naissants au mondial de l'automobile et les Français bien au premier plan. Bienvenue dans la séquence Le Grand Entretien. Les cyberattaques subies récemment par l'hôpital de Corbeil-Essonnes ou le fisc américain montrent à quel point les systèmes d'information ultra sensibles peuvent être vulnérables et l'impact de la cybercriminalité très coûteux. Je reçois Jean-Noël de Galzin, un entrepreneur de la cyber. Jean-Noël de Galzin, bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité. Alors, on dénombre une hausse considérable d'attaques cyber, plus 150% sur un an au bas mot dans le monde. Quelle est la situation selon vous et qui est attaqué? Quelles sont les cibles principales? Alors, d'abord, il faut dire qu'effectivement, la menace est au maximum. Elle est au maximum parce que, selon PwC, c'est devenu le premier risque qui pèse sur les organisations, les entreprises, selon les chefs d'entreprise du monde entier. Deuxièmement, parce on est en temps de guerre, ce qui amplifie, on va dire, l'opportunité pour des cybercriminels ou des cyberattaquants de se noyer, on va dire, dans le flot pour pouvoir utiliser ces cyberattaques et faire leurs méfaits, si je puis dire, leurs crimes. Ensuite, tout simplement parce que nous sommes dans un contexte où il y a eu une transformation numérique généralisée qui s'est accélérée au moment de la pandémie, au moment des fameux lockdowns, des confinements, et qu'aujourd'hui, eh bien, il faut sécuriser. Et la cybersécurité est ainsi, selon moi, la première priorité qui permettra de bénéficier du numérique sans prendre de risques pour son organisation, car n'oublions pas que les organisations qui se font cyberattaquer, ce sont des organisations qui sont bien souvent au service des clients, au service du public, au service de chacun d'entre nous. Donc la cybersécurité est une priorité. Donc dans les catégories de cibles, des organisations où la donnée a de la valeur. Alors, les catégories cibles, ce sont les organisations où effectivement il y a des données de valeur, donc les données de santé, les données de carte bancaire, les données financières de manière générale, les données qu'on trouve dans les compagnies d'assurance, ou alors toutes les données industrielles qui sont parfois des secrets industriels de propriété intellectuelle, le business, le cœur du business même de certains de nos fleurons qui sont victimes de cyberpiratage. Donc toutes ces données ont beaucoup de valeur. Je dirais que la deuxième grande cible, c'est si vous n'êtes pas protégé, vous êtes la prochaine cible. En réalité, tous ceux qui ne sont pas protégés,
les plus fragiles, comme j'aime bien le dire malheureusement, sont les premiers victimes des cyberattaques, des ransomware, des malwares, ceux qui ne sont pas préparés finalement à voir arriver les cyberattaques par l'usage du numérique. Alors effectivement, le niveau d'alerte augmente un petit peu partout. Je vous propose d'écouter ce qu'en dit un spécialiste, Guy-Philippe Goldstein. Il nous en parle, il est advisor chez PwC et enseignant à l'école de guerre. On est dans un niveau d'alerte finalement assez élevé, qu'on est passé à un ordre de magnitude beaucoup plus élevé avec la crise Covid. Certains chiffres évoquent une multiplication d'un facteur x3, x4 aux États-Unis, en France, entre 2019, 2020, et puis encore plus 50% entre 2020 et 2021. Donc au final, on peut dire qu'on a peut-être augmenté d'un facteur x6 depuis le début de la crise Covid. Et donc effectivement, c'est très significatif. On voit des sociétés même qui déposent le bilan. Le fabricant de cloisons alsacien Clestra Ozerman a été victime d'un rançon logiciel. Qu'on parle de ransomware, WAMware. Phishing, quelles sont les principales formes d'attaque en ce moment, 2023? Alors, souvent, ransomware, effectivement, rançongiciel, les malwares, c'est-à-dire des attaques qui vont venir chiffrer vos données ou bloquer vos systèmes et vous réclamer une rançon pour recommencer à marcher, ce qu'il ne faut jamais faire, payer la rançon. Ensuite, on voit beaucoup d'attaques qui arrivent par la messagerie, c'est ce qu'on appelle des attaques par phishing, qui vont réclamer vos données de carte bancaire, données personnelles, selon soi-disant des promesses de contrat ou des promesses de gains plus important. Il ne faut jamais y répondre non plus et le risque, c'est de se retrouver victime de fraude. Et puis, le troisième gros risque qui touche beaucoup les organisations, c'est tout simplement le risque qui arrive lorsqu'on ouvre des accès à l'extérieur de son organisation. Voilà, je suis par exemple un industriel, j'ai des usines, je vais ouvrir les usines à l'extérieur pour permettre à des gens d'y accéder en télétravail. Et là, ces accès sont utilisés par des pirates, par des personnes malveillantes qui vont aller y insérer des logiciels malveillants ou des virus. Donc il faut protéger les systèmes d'information parce que, comme vous l'avez dit, c'est vital pour les entreprises. Et une entreprise qui dépose le bilan, c'est quoi? C'est du chômage partiel, chômage tout court, c'est des pertes financières, c'est aussi tout simplement une entreprise qui finit par déposer le bilan parce que, elle n'a pas su investir les milliers d'euros ou les formations, sensibilisation nécessaires pour se mettre à niveau. Tous les secteurs sont concernés. Et puis, autre question, vous avez tendance à dire que les entreprises aiment bien externaliser pour certaines. Oui. Donc, plus il y a de prestataires, plus ils ont besoin de se connecter à l'entreprise. Et à chaque fois, non pas que les prestataires soient la bête noire, mais ça fait une porte d'entrée supplémentaire. Disons que la merveille du numérique, c'est que ça nous permet de travailler à distance, de n'importe où, à n'importe quelle heure, à n'importe quel endroit. Donc ça, c'est merveilleux, c'est un bienfait de la transformation numérique. Simplement, on ne peut pas faire de transformation numérique sans cyber. C'est la cybersécurité, j'ai coutume de dire que c'est l'oxygène du numérique. C'est ce qui va permettre au numérique d'être plus utile, plus longuement et de manière fiable. Donc, les entreprises les plus fragiles, c'est souvent celles qui sont le moins préparées, celles qui ont tendance à ne pas savoir qu'il faut investir. Donc, comme elles n'ont pas suffisamment de ressources, aujourd'hui, il manque 3 700 000 personnes dans le monde sur les métiers de la cybersécurité. Donc, c'est une pénurie globale. C'est à peu près équivalent dans le numérique, ce qui amène les entreprises à externaliser auprès de sociétés de services pour se faire aider ou tout simplement de personnes qui sont auto-entrepreneurs ou consultants qui travaillent de l'extérieur. Mais travailler de l'extérieur, confier son accès à quelqu'un d'autre, c'est comme confier la clé de chez soi à quelqu'un d'autre. Ça se fait avec des garde-fous et en ayant confiance dans la personne à qui on confie la clé. Alors, on s'approche de l'hiver et la grande thématique, c'est l'approvisionnement énergétique. Et vous dites, de plus en plus de sociétés qui veulent calibrer pour bien faire l'approvisionnement énergétique, le chauffage de leur salle, se connectent de plus en plus d'outils. Et là, c'est à nouveau un risque supplémentaire côté cyber. Alors effectivement, la protection des données, de manière générale, je pense que c'est une valeur fondamentale qui nous concerne tous, la protection des données personnelles. Mais ce qu'on sait peut-être moins, c'est que dans la vie de tous les jours, les usages de tous les jours, on utilise de plus en plus d'outils numériques, par exemple à la maison.
le chauffage ou certains objets de la maison, ce qu'on appelle la domotique. On utilise dans les voitures. Certaines voitures ont plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine de connecteurs qui vont remonter de la donnée quelque part. Et ces données dans une usine, c'est pareil. Vous avez des dizaines et des dizaines de capteurs. Donc la question, c'est comment on exploite ces données pour améliorer le système, le rendre plus innovant, nous rendre tous plus de services dans notre vie de tous les jours. Mais c'est aussi, ces données, elles peuvent être utilisées par d'autres personnes, soit pour les revendre, soit tout simplement pour arrêter le système. On a vu aux États-Unis des systèmes de chauffage qui étaient mis au maximum ou qui étaient supprimés pendant l'hiver parce que des cyberattaquants avaient pris le contrôle des systèmes embarqués domotiques à la maison. Donc la protection l'acheminement des données vers les réseaux informatiques ou vers l'Internet pour pouvoir optimiser ces données et par exemple mieux utiliser l'énergie, c'est un enjeu de société, mais c'est d'abord un enjeu de cybersécurité. Sinon, ça se retourne contre l'utilisateur. Vous avez un plan de développement agressif à l'international, Unicorn 25, vous visez 100 millions de chiffre d'affaires globalement, et aujourd'hui, je crois, 56% à l'international pour le chiffre d'affaires du groupe. Justement, tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. Je crois qu'Israël occupe une place toute particulière. Quand on parle de cybersécurité, je vous propose d'écouter Guy-Philippe Goldstein à ce sujet. Un pays qui a un rôle un petit peu particulier, Israël évidemment, parce qu'il y a là un écosystème qui est extrêmement développé, des statistiques données par le National Cyber Directorate en Israël, c'est l'équivalent de l'ANSSI, qui sont pas mauvaises en fait, comparées à 2021, et un écosystème extrêmement qui est assez surprenant, savoir l'année dernière, peut-être jusqu'à 40 ont été faits dans des startups de cybersécurité. On est dans le domaine de la cybersécurité parce que d'abord, et c'est un pays qui est dans l'urgence parce qu'il est constamment en guerre. Les services militaires ont une culture de la sécurité et en Israël, consacre 22% de son budget d'informatique à la cyber, là où les entreprises françaises consacrent entre 3 et 5%. Alors, je précise que c'est un pays qui se défend tout le temps, mais heureusement pas toujours en guerre. Le campus cyberdéfense en France, justement, il s'est inspiré un petit peu de ce qui se fait là-bas? Alors, effectivement, c'est un modèle pour beaucoup de startups parce que les entreprises croissent très vite. Ils ont un vrai partenariat avec les US. Et je pense que nous, en France, grâce à des initiatives notamment comme le campus cyber, grâce au plan filière ou au plan de relance qui a été promulgué par Emmanuel Macron. On a une stratégie nationale de cybersécurité depuis le 18 février 2021. Donc la cybersécurité est une priorité et on a calqué notre campus cyber sur le modèle de Beersheva en Israël. Qui a défini un certain nombre de standards qu'avec notre propre culture et notre propre façon de faire. C'est ça? Alors nous, en fait, on a un plan d'investissement 2020 plan qui va nous amener à investir en ce moment pour être beau système industriel et faire de Walix un champion de la cybersécurité qui accompagne la transformation numérique des entreprises. Et ça, c'est de l'investissement pour les années qui viennent. Vous recrutez beaucoup, 100 personnes et notamment des femmes. Nous avons 28% de femmes par rapport à un secteur où il en existe 11% et nous allons chercher des femmes, des hommes, des étudiantes, des étudiants dans les écoles. Nous pensons qu'il est important d'aller sensibiliser aux risques cyber et amener des talents à s'impliquer dans les métiers de la cybersécurité. Et chez Walix, il y a des carrières à faire en France et à l'international dans la cybersécurité. Votre marché de la cyber industrielle, c'est un marché en croissance? Le marché de la cybersécurité industrielle, c'est un marché qui fait 16 milliards de dollars dans le monde et c'est un marché qui est absolument clé puisque c'est celui qui va permettre à l'industrie et à l'ensemble des secteurs industriels de se moderniser en embarquant davantage de numérique et donc à être plus agile et plus compétitif à l'avenir. La cybersécurité est un atout de compétitivité pour les entreprises. Merci de nous protéger. Merci à vous. Je reçois maintenant Émeric Gastaldi, gérant Action Internationale chez Edmond Rothschild Asset Management. Émeric Gastaldi, bonjour. Bonjour Fabienne. Alors, un fonds dont vous occupez, ED Human Capital, créé il y a 2 ans, 130 millions sous gestion, dans une maison Edmond de Rothschild qui en gère
90 milliards. Et ce qui m'a intéressé, c'est cette thématique, le capital humain. Alors, pour vous, le capital humain, c'est un actif, c'est pas un coût. Absolument. Donc le capital humain, c'est un actif qui est intangible et qui, aujourd'hui, est encore assez mal valorisé par le marché. Et c'est pour ça qu'on estime que dans cette démarche d'investir dans les entreprises qui elles-mêmes investissent dans leur capital humain, eh bien, il y a des belles opportunités et une façon de générer, de cristalliser de l'alpha via cette approche. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on investit dans deux types d'entreprises. Les entreprises qui se distinguent par la qualité de leur propre capital humain, par la qualité de leur modèle RH, leur pratique sociale, et des entreprises qui se distinguent par leur modèle d'affaires qui consiste à protéger, créer ou développer du capital humain. C'est notamment le cas d'entreprises dans le secteur de l'éducation ou de la formation. Pas évident de savoir ce que ça recouvre, ce terme, le capital humain. Selon l'OCDE, ça recouvre l'ensemble des connaissances, qualifications, compétences, caractéristiques individuelles qui facilitent la création du bien-être personnel, social et économique. J'ai appris avec vous que les grandes puissances ne s'en désintéressent pas, en fait. Alors, elle est apparue dans les années 60 par l'université dans les habitudes de la culture des entreprises scandinaves, européennes, d'abord 3 ans. Eh bien, une prise de conscience collective, ça arrive de plus en plus, mais on voit clairement un momentum, une impulsion très très positive. Parce que par exemple, le gouvernement chinois a annoncé que 30% des salariés devraient être formés d'ici 2030. Voilà, on vient sur ces critères que vous prenez pour apprécier une société à travers le prisme du capital humain. Quels sont vos indicateurs ? Alors, on va regarder entre 20 à 30 indicateurs spécifiques pour chaque entreprise qu'on étudie avant de la mettre en portefeuille. Donc, ça va typiquement être des indicateurs tels que le taux de turnover des équipes, ce qui nous permet d'avoir une idée sur la capacité d'une entreprise à retenir ses talents et en attirer de nouveaux. On va regarder le niveau d'accidentologie, on va regarder également le niveau de diversité homme-femme. On va aussi regarder des indicateurs de qualité de l'emploi. La qualité de l'emploi, ça va être par exemple le taux d'emploi à temps plein versus les emplois précaires ou les emplois à temps partiel. Et en croisant ces 20 à 30 indicateurs qui sont à la fois qualitatifs et quantitatifs, eh bien, on arrive à une estimation, à une analyse assez fine de la culture RH, du modèle social de l'entreprise en question. On va voir un petit graphique. Les entreprises qui ont le meilleur score d'indice du capital humain, il y a un rapport, une équation sur le rendement. Alors, il y a une corrélation très très forte entre les pratiques RH, entre la pertinence d'un modèle RH, d'un modèle social, et la performance opérationnelle puis financière. Et effectivement, dans ce domaine, il y a eu pas mal de littérature académique, de recherche académique, qui est venue démontrer cette corrélation. On estime que les entreprises qui ont les pratiques RH les plus vertueuses, eh bien, génèrent un alpha moyen, donc un supplément de rendement moyen annuel de 3% par an sur le long terme. C'est intéressant parce que cet automne se caractérise par une montée des tensions sociales en France, du moins, un pouvoir d'achat menacé par la flambée des prix de l'énergie, par l'inflation, les relations se durcissent un peu ici ou là entre patronat et syndicats, et c'est dans cette période que vous nous dites, il faut se soucier du capital humain et pas seulement en temps de crise, quoi. Absolument. C'est un driver de performance sur le long terme. Ça a un impact sociétal positif, et ça, c'est quelque chose qu'on souhaite encourager avec l'approche du fonds, mais également, il faut que les managers, il faut que les équipes de management comprennent, entendent que ces pratiques sociales, eh bien, ont un impact positif à terme sur leur performance opérationnelle et, in fine, sur leur performance financière. Quelles sociétés font partie de votre fonds, par exemple ? Alors, nous sommes investis dans des entreprises françaises comme Michelin, comme Hermès. Nous sommes également investis dans des entreprises américaines, asiatiques. Aux États-Unis, nous avons investi dans une entreprise qui s'appelle Stride, qui est l'équivalent du CNED aux États-Unis, qui permet du coup aux enfants, aux élèves de poursuivre une scolarité à distance. L'impact sociétal est très très positif puisque par exemple, c'est ce qui permet à des enfants de salariés saisonniers, donc ceux qui doivent malheureusement changer de ville tous les 3 ou 4 mois, eh bien leurs enfants peuvent suivre une scolarité quasiment normale grâce à ce type d'entreprise. C'est également une entreprise qui permet aux enfants très malades qui doivent passer du temps à l'hôpital, et bien d'avoir une scolarité quasiment normale avec ce système de scolarité à distance. Donc investir dans l'éducation, c'est pas seulement pour ces enfants. Pour vous, il y a une visibilité qui fait que vous pensez que ce sera un retour gagnant en termes d'investissement financier. Absolument. Il faut savoir que les budgets d'éducation sont en progression de 5 à 6% chaque année, de façon acyclique, donc très très peu sensible au cycle économique, et qu'au sein de cela, il y a des niches comme la EdTech, donc toutes les technologies et les outils digitaux autour
de l'éducation qui, eux, progressent de 15 à 20% par an. Merci Émeric Gastaldi d'avoir été notre invité pour cette séquence bourse. Je rappelle, cette émission a été préparée et je les remercie tout particulièrement en ce mois de grève. Je remercie Mélanie à la coordination de la production, Baptiste également comme chef d'édition. Merci à Georges et à la régie qui étaient présentes. Bien sûr, merci à nos invités qui ont parlé aussi bien de la cybersécurité que de finances.